Les autres programmes des Nations Unies se poursuivront au Mali même après le départ de la MINUSMA, a déclaré le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de la sûreté et de la sécurité. Nous nous sommes entretenus avec le spécialiste des questions sécuritaires Dr Ali Tunkara sur l'installation de nos femmes dans les camps militaires du nord du pays. L'État du Sénégal poursuit Ousmane Sonko au civil pour des dédommagements. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Une séance de travail s'est tenue au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale entre le chef du département Abdoulaye Diop, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et une délégation onusienne conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de la sûreté et de la sécurité Gilles Michaud. Il a déclaré que les autres programmes des Nations Unies se poursuivront même après le départ de la MINUSMA. Depuis l'adoption de la résolution 2690 du 30 juin dernier, les Nations Unies et notre pays sont dans une démarche assez soutenue pour pouvoir mettre en œuvre le plan de retrait de la MINUSMA qui est retenu. Différents mécanismes ont été mis en place et le gouvernement reçoit presque chaque semaine une mission de l'organisation pour faire le point de la situation. La préoccupation essentielle du secrétaire général adjoint chargé de la sûreté et de la sécurité était d'échanger avec les autorités maliennes pour voir ensemble quelles sont les voies et moyens pour assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et leur installation, surtout après le retrait de la mission à la date du 1er janvier 2024. Cette préoccupation a été prise en charge par le ministre Diop qui a donné la garantie que l'État malien en tant que pays hôte de la mission, dans le cadre de l'exercice de son rôle régalien, va assurer la sécurité des personnes et leurs biens sur notre territoire et en particulier toutes les personnes étrangères. C'est notre responsabilité d'assurer leur sécurité, a assuré le chef de la diplomatie malienne, en soutenant que les agences, fonds et autres programmes des Nations Unies resteront dans notre pays. Ils étaient opérationnels chez nous avant la MINUSMA, a rappelé Abdoulaye Diop, qui a souligné que la partie malienne a donné des assurances de continuer à assurer leur sécurité tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays où ils ont des programmes de soutien aux populations maliennes. Selon lui, ces programmes vont continuer, mais notre pays reste lié au bon déroulement du retrait de la MINUSMA. Abdoulaye Diop dit avoir indiqué qu'en fait que tout se passe bien, il est important que le processus de retrait de la MINUSMA soit géré de manière adéquate dans le délai du 31 décembre 2023 qui est essentiel pour la partie malienne. D'après lui, il n'y a pas de plan B pour le Mali comme il n'y en a pas pour les Nations Unies. Après une décennie d'absence de l'État malien sur une bonne partie du pays, au centre comme dans le nord, l'armée malienne a commencé à s'installer progressivement dans les 10 zones, suivi du retour des déplacés et des institutions de la République. Le retour historique des femmes à Ber a été jugé par la CEMA et les groupes terroristes comme une déclaration de guerre. Interrogé sur la question, Dr Ali Tunkara dira que la présence de l'armée régulière à Ber est le signe de la victoire du Mali contre le terrorisme. Plus de 10 ans en arrière, l'État malien avait montré sa faiblesse en termes de sécurisation du territoire national. C'est-à-dire de 2012 à nos jours, le Mali est tombé dans une insécurité occasionnée par l'assassinat de Muammar Kadhafi par l'OTAN de façon injuste. Dans le nord, Mnela à la CEMA prônait une indépendance de l'Azawad. Par contre, au centre, des groupes fanatiques parlaient d'aide d'État islamique. Mais dans la main, les groupes séparatistes et islamiques ont chassé l'armée et les institutions du pays dans les dites zones. Avec le renversement du pouvoir et la prise du pouvoir par les militaires, des matériels de guerre de dernière génération ont été achetés par la transition. Et aujourd'hui, le nid des terroristes a été repris par l'armée régulière. Et cela fut perçu par les groupes séparatistes comme une menace majeure pour leur existence. Alors quand on regarde un peu Ber du point de vue géographique, c'est quand même une sorte
plaque tournante en termes à la fois de partage de cartels donc de la drogue, mais dans le même temps, c'est aussi un endroit très sensible pour les groupes radicaux violents, de même pour les mouvements armés qui s'adonnent à des raquettes à la fois contre les passants et contre toutes les marchandises en provenance de la Mauritanie ou de l'Algérie. Donc Ber est une localité du point de vue stratégique extrêmement importante quant à son contrôle. Serait le retour de l'armée dans cette partie après le départ de la mission onusienne a été vu par la coordination du mouvement de l'Azawad comme une sorte de menace pour sa survie. Rappelons quand même que des localités comme Ber permettraient à ces différents mouvements armés non seulement d'alimenter les mouvements, mais surtout également d'arriver à payer les hommes qui sont avec les différents mouvements armés. Donc pour dire que vouloir aujourd'hui sécher toutes ces sources de revenus considérées pour ces mouvements armés comme une sorte de menace sérieuse quant à leur survie. Ber étant un lieu de transit de la drogue, un endroit pour la réception des rançons, une ville servant de tous les coups bas des terroristes et des séparatistes. Cette vie en opulence des djihadistes et des séparatistes ont vu son déclin avec l'arrivée de l'armée, d'où leur agitation sulfurique. Un autre élément important serait que par moment et par endroit dans ces localités, ces groupes radicaux violents sont parfois en complicité avec les éléments de la coordination du mouvement de l'Azawad et même certains éléments de la plateforme. Donc Ber est une localité qui était devenue une sorte d'épicentre pour les groupes armés terroristes, pour les mouvements armés signataires ou non signataires de l'accord pour la paix, en termes de commission de violence, en termes même d'enrichissement, parce que ce sont ces localités qui permettent à ce mouvement de se pérenniser. D'où l'avenir de l'armée est perçu comme une gêne à tous ces mouvements qu'on peut qualifier non orthodoxes. Le vert jaune-rouge est désormais hissé sur la ville de Ber, ce qui veut dire que les FAMA ont le contrôle de la zone. Malgré cela, beaucoup reste à faire avant de crier victoire. Le fait que le drapeau soit hissé dans des localités où il n'était pas il y a presque 10 ans de cela, on ne peut pas parler ou pas crier victoire, mais à coup sûr, cela est un signal fort qui marquerait l'entrée de l'armée malienne dans ces localités avec fracas. Une autre dimension symbolique, le fait que le drapeau soit de nouveau vu, consisterait à cette efficacité à laquelle l'armée malienne ferait l'objet en termes de reconquête des territoires qui étaient jusqu'à une période récente ou jusqu'à une date récente sous le contrôle des groupes radicaux violents et les mouvements armés. Donc le drapeau d'un pays est un symbole fort pour incarner la capacité du pays à s'administrer, mais surtout prouver également à l'opinion nationale et internationale que le retour de l'armée ne souffrirait d'aucun doute en termes d'efficacité, en termes de sécurisation du territoire, ainsi que la sécurisation également des biens des populations dans ces différents territoires. Chose promise, chose presque due, la transition a fait la sécurité du pays l'une de ses priorités. L'hécatombe de la population et des militaires reste un vieux souvenir. La paix aussi a changé de camp et la sécurité globale du pays se trouve au bout du tunnel. 550 tonnes de mil et de sorgho seront distribuées gratuitement au cercle de Djema. 3666 ménages défavorisés bénéficieront de cet appui. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire.
C'était dans le but d'informer et de sensibiliser les acteurs chargés de la mise en œuvre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. La mission a annoncé une bonne nouvelle aux acteurs de la localité dans la salle de conférence de la préfecture. Djibril Kamara a expliqué qu'au total, il y a 550 tonnes de mil et sorgho qui seront distribuées gratuitement à 3666 mélanges vulnérables à travers l'ensemble du cercle de Djema. Cette information a été accueillie avec un ouf de soulagement par les familles. Le chef de la mission du commissariat à la sécurité alimentaire a aussi expliqué que le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a jugé nécessaire de dépêcher une mission pour donner à temps l'information avant le démarrage effectif des opérations. Il faut aussi dire que des critères de ciblage à la distribution proprement dite, en passant par les transports, tout a été clairement expliqué par le chef de la mission. Celui-ci a sollicité le soutien de tous pour faire de cette distribution une réussite totale dans les cercles de Djema. Quant au deuxième adjoint au préfet Daouda Sidibé, il a remercié les autorités à travers les commissariat à la sécurité alimentaire pour ce don qui permettra, selon lui, d'atténuer considérablement les souffrances des ménages concernés. Il a invité les responsables conviés à relayer l'information pour une plus large compréhension de cette distribution gratuite, initiée par sa structure dont le souci majeur est de garantir l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. L'administrateur civil a demandé à ceux qui seront chargés de la répartition des vivres à faire preuve d'équité pour l'honneur du cercle de Djema. La campagne de vaccination contre le poliovirus se poursuit à Mopti dans le centre du pays. Les poliovirus sont les agents responsables de la poliomyélite qui est une maladie très contagieuse. Le lancement a eu lieu dans les locaux de la femme de Mopti sous la présence du gouverneur, le colonel Abbas Damele. Pour la représentante de l'UNICEF, la campagne contre la poliovirus de type 2 constitue l'une des principales stratégies, en plus de la surveillance épidémiologique, pour soutenir la vaccination de routine pour atteindre l'objectif d'éradication de la poliomyélite dans nos pays. Dr Boussoura Toumaïga a indiqué que l'UNICEF accorde une place de choix à l'analyse de l'équité dans la vaccination et exhorte les participants à prendre en compte les populations spécifiques qui sont les nomades, les communautés occupant les lits du fleuve, les communautés affectées par les conflits et celles vivant sur les sites d'orpaillage et les populations périurbaines. Le chef de l'exécutif régional a souligné que le défi de vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois contre la polio pendant la campagne n'est pas au-dessus de nos capacités. Le colonel-major Abbas Damele a engagé l'ensemble des acteurs, agents socio-sanitaires, parents et gardiens d'enfants, les leaders religieux et communautaires pour leur adhésion et leur engagement en faveur de la réussite de cette campagne contre la polio. Le deuxième passage de cette campagne cible 868 302 enfants de 0 à 5 ans et coûtera aux partenaires 171 millions de francs CFA avec une contribution de 94 millions de l'OMS et plus de 77 millions de francs CFA de l'UNICEF.